Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour cette demi-heure de débat et de présentation avec Maude Thuaudet qui est la directrice financière de Saint-Gobain. Alors on va organiser cette présentation en 3 temps. Hein. Tout d'abord, Maude Thuaudet évoquera rapidement le nouveau plan à moyen terme qui a été présenté il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, et qui trace un peu la trajectoire du groupe, sachant que toutes les sociétés publient régulièrement des plans qui sont des étapes importantes. Ensuite, je poserai quelques questions complémentaires à Maude Thuaudet, et puis on vous laissera un petit peu la parole. On essaye de faire tenir tout ça en une demi-heure. C'est pas évident, mais on va y arriver. Maude, je vous passe la parole tout d'abord pour nous parler du plan qui a été présenté il y a quelques semaines. Merci beaucoup Rémi et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de Saint-Gobain. Saint-Gobain, vous le savez sans doute, c'est la plus vieille société du CAC 40, 360 ans cette année. Et c'était la bonne année pour effectivement annoncer la nouvelle ambition de Saint-Gobain pour les 5 années qui viennent. Saint-Gobain, je vais commencer par quelques fondamentaux. On est connu, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait pour de vrai? C'est pas toujours très bien connu. On est un groupe de 46,6 milliards de chiffre d'affaires et on est le leader mondial de la construction durable avec des présences dans tous les continents, 80 pays. Et ce qui fait notre spécificité, c'est un modèle d'affaires fondé sur une présence, un ancrage local dans chacun de nos pays, dans chacune de nos géographies, où on est local avec des patrons de pays qui sont américains aux États-Unis, mexicains au Mexique, vietnamiens au Vietnam, et qui travaillent leur marché et qui sont leaders sur leur marché, vous le voyez sur cette représentation. Pourquoi? Parce que fondamentalement, les marchés de la construction, quand on est leader mondial de la construction durable, les marchés de la construction sont des marchés locaux sur lesquels on ne construit pas de la même façon aux États-Unis, en France et au Vietnam, évidemment, d'où notre ancrage très local qui fait la force de notre modèle. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Saint-Gobain, vous devez penser à Saint-Gobain comme le leader qui va apporter la performance à l'enveloppe du bâtiment. Si vous réfléchissez à l'enveloppe du bâtiment, qu'est-ce que c'est? C'est la toiture, la façade, les partitions, les cloisons intérieures, le sol, le plancher et le soubassement. On va, à partir de la combinaison de l'ensemble de nos matériaux, qui peuvent aller de la plaque de plâtre au vitrage, à la chimie de la construction, qui sont des produits chimiques qui vont apporter de la performance au béton et à la construction en général. À partir de la combinaison de toutes ces solutions, on va apporter de la valeur et de la performance au bâtiment. Je vous prends un exemple très concret. Un hôpital. Si la PHP, et c'est un exemple concret réel, la PHP veut rénover un hôpital à Paris, a un design mis en place pour sa rénovation, on va réussir en optimisant ce design avec nos matériaux à réduire la facture énergétique de cet hôpital de 70%. On va réussir à diviser par 3 le nombre de jours où dans la chambre des patients, il fera trop chaud parce que le soleil aura trop tapé sur les vitrages et ça fera un effet de serre. On a les technologies pour limiter la surchauffe dans les bâtiments. On va réduire évidemment les nuisances sonores, et je pense que l'acoustique est un sujet important, dans les hôpitaux en particulier. On va apporter de la sécurité anti-feu, etc., grâce à la combinaison de tous nos matériaux, encore une fois, qui apportent de la performance. Et la façon dont on fait ça, c'est évidemment avec beaucoup d'innovation, beaucoup de R&D et des produits qui sont uniques et qui apportent, encore une fois, la performance au bâtiment. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, si on parle un peu plus chiffres, parce que vous êtes tous actionnaires ou actionnaires en devenir, quelle est la performance de Saint-Gobain sur ce modèle d'affaires? Elle est très bonne. Depuis 2021, notre précédent plan, nous avons atteint tous nos objectifs et nous les avons même dépassés. Quelques éléments qui sont importants pour un actionnaire, évidemment. Le bénéfice net courant par action, qui a été multiplié par 2 sur la période 2021-2025, la génération de trésorerie multipliée par 3, et bien sûr le résultat d'exploitation qui a monté de façon très significative. Ces résultats financiers, c'est le résultat d'une transformation profonde. Je vous disais qu'on a 360 ans, d'une transformation profonde engagée en 2019 qui a permis au groupe, encore une fois, en se recentrant localement sur des modèles d'affaires très locaux,
en s'appuyant sur l'énergie et la force de nos managers locaux, sur un recentrage d'activités. On a clarifié encore une fois notre positionnement de leader de la construction durable. Tout ça a produit ses fruits et on le voit aujourd'hui. Maintenant, évidemment, il faut écrire la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, elle s'inscrit dans la continuité, cette trajectoire de transformation, de renouvellement du groupe et de renforcement du groupe pour un profil financier attractif, avec une cible de croissance rehaussée pour le chiffre d'affaires, une marge d'EBITDA là aussi rehaussée de 15 à 18% par rapport à le plan précédent qui était de 13 à 15%. Un taux de conversion de cash flow supérieur à 50% et bien sûr des retours sur capitaux employés qui sont le gage de la création de valeur au sein de l'entreprise supérieur à 13%. Ça, c'est pour la partie résultats financiers. Et bien sûr, dans ce plan, associé à ça, on a une politique très claire d'allocation du capital qui est l'un des facteurs clés de succès d'un plan stratégique, évidemment, volontariste avec à la fois du retour aux actionnaires par le dividende et le rachat d'actions et puis continuer à transformer le groupe, à améliorer le groupe, le profil de nos activités pays par pays pour nous développer. Cette stratégie, cette allocation du capital, elle est fondamentale pour continuer à se développer et elle est fléchée en particulier vers les zones à forte croissance, à savoir l'Asie, les pays émergents et l'Amérique du Nord, pour des raisons très fondamentales. Un des gros leviers de développement de la construction et un des gros besoins dans le monde, c'est évidemment dans les pays émergents, l'urbanisation. Vous avez en Inde plusieurs centaines de kilomètres d'autoroutes qui se construisent chaque mois. Vous avez des besoins de logement pour la population qui s'urbanise, qui sont énormes. Et bien sûr, c'est un levier de croissance très important pour nous. Et on y répond en le faisant de façon cohérente avec notre engagement sur le développement durable, à savoir développer l'économie circulaire, être frugaux en CO2, en consommation d'eau, etc., pour encore une fois développer un modèle d'affaires durable dans le temps, notamment dans les pays émergents, où très vite la contrainte sur les ressources se fait sentir. Et puis bien sûr, en Europe, on a le levier solide de la reprise du cycle de la construction en Europe. Vous savez qu'on est passé par une baisse assez sensible de l'activité en Europe dans la construction. Les taux d'intérêt se sont stabilisés à des niveaux beaucoup plus faibles et vont permettre cette reprise. Donc c'est deux leviers de croissance très fondamentaux, très structurels qui vont porter le groupe dans les années qui viennent. Et bien sûr, nous prévoyons d'accélérer dans certains segments. Quand je vous ai parlé de l'enveloppe du bâtiment, à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment, certains usages s'accélèrent. Et l'un des usages qui s'accélère, c'est la chimie de la construction. Parce que quand je vous prends l'exemple de l'Inde, où il faut construire pour urbaniser, accueillir la population dans les villes, vous avez des sujets de productivité, de temps de construction. Et la chimie de la construction va répondre à ces enjeux. Ça va être par exemple des adjuvants, des produits qu'on va mettre dans le béton pour permettre d'accélérer son temps de séchage, le diviser par exemple par 2. Ça va être aussi des produits qui vont permettre de réparer des infrastructures vieillissantes, des tunnels, des ponts, des infrastructures critiques et qui vont permettre encore une fois de prolonger, d'étendre la durée de vie de ces ouvrages et encore une fois de continuer à se développer. Donc voilà nos axes principaux de croissance. Bien sûr, tout ça dans le souci de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, notamment évidemment nos actionnaires, avec une action Saint-Gobain qui a très bien performé et un taux de retour pour l'actionnaire, un rendement total pour l'actionnaire qui est tout à fait remarquable sur la période passée, en particulier quand on le compare au CAC 40 évidemment. Je vais m'arrêter là pour conclure que Lead & Grow, qui est le nom de notre nouveau plan, est évidemment un plan de croissance, un plan ambitieux. Et on était au lancement de ce plan, plus de 20 000 personnes dans les équipes Saint-Gobain réunies pour le lancement. Et l'énergie du groupe Saint-Gobain nous garantit une trajectoire formidable pour les décennies à venir. Alors justement, je voudrais revenir un peu sur ce plan qui, par certains aspects, prolonge un petit peu les plans précédents, mais il y a deux choses qui me paraissent assez marquantes. Vous venez de l'évoquer, c'est la volonté de se renforcer dans le non-résidentiel et les infrastructures, et puis de multiplier les solutions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste, les solutions? Je pense que c'est
plus vendre uniquement des produits, mais une somme de produits pour arriver à une offre plus globale, mais savoir ce que ça représente un petit peu dans vos ventes et puis quelles sont vos ambitions dans ce domaine-là. Et puis un peu la même chose sur le non-résidentiel et les infrastructures. Certes, c'est un marché important, mais on ne vous a pas attendu sur ce marché-là. Il y a une concurrence qui, je pense, est déjà bien implantée. Donc, quelles sont vos ambitions et vos atouts dans ce domaine ? Merci Rémi. Alors sur la partie solutions, je vous ai donné l'exemple de l'hôpital, où on va combiner toutes les solutions Saint-Gobain. Je vais vous prendre un autre exemple qui est tout à fait dans l'air du temps, les data centers, les centres de données. Donc évidemment, c'est une vague d'investissement absolument phénoménale sur ce sujet-là. L'offre de Saint-Gobain, elle va permettre très concrètement, quand vous construisez un centre de données, un data center, l'objectif du client fondamental, c'est que le centre soit prêt demain matin. Parce qu'ils sont très pressés, ils ont mis l'argent sur la table et ils veulent tout de suite avoir leur centre de données construit. Les solutions qu'on va apporter vont être, typiquement, je vous parlais de la chimie de la construction, elles vont permettre d'accélérer la durée de construction. Ensuite, évidemment, dans un data center, ce qui compte, c'est les serveurs n'aiment pas la poussière. Donc, il faut avoir des systèmes de ventilation qui soient intéressants. Il faut avoir des produits qui permettent d'éviter les dégâts de poussière, etc. Le sujet du feu est évidemment très important dans un data center, etc. Donc, on va apporter comme ça une offre très ciblée en fonction du besoin du client. En fonction du type d'application, en combinant tous nos produits pour, encore une fois, apporter de la performance au bâtiment. C'est vraiment la démarche et qui fait la différence. Ça nous donne des points de surperformance assez notables par rapport à nos concurrents et on le voit trimestre après trimestre. Ensuite, sur le non-résidentiel et l'infrastructure. On est traditionnellement, historiquement, chez Saint-Gobain, plus présent dans le marché du résidentiel, donc les logements, et ça partout dans le monde, dans tous nos pays, encore une fois, que ce soit les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la France ou l'Allemagne. On se dit qu'aujourd'hui, on a 8 milliards de chiffre d'affaires dans le non-résidentiel et l'infrastructure pour un marché accessible de 250 milliards. Étant donné le pouvoir de notre innovation, notre capacité, encore une fois, à apporter des solutions qui répondent exactement aux besoins de chacun des bâtiments, que ce soit des hôpitaux, des écoles, des data centers, des bureaux. On a une approche très ciblée qui correspond très bien à ce marché, sur lequel on va vraiment pouvoir gagner des parts de marché et se développer plus que ce qu'on l'a fait jusqu'à présent. Et dans ce domaine-là, vos concurrents sont les mêmes que dans l'habitat ou ce sont des concurrents différents ? Alors, c'est souvent les mêmes, mais nos concurrents sont en général très monoproduits. C'est-à-dire qu'on va avoir un concurrent dans la plaque de plâtre, un concurrent dans le vitrage, un concurrent, etc. Et en fait, la force de ce qu'on fait, nous, c'est de combiner toutes les solutions pour apporter de la performance. Et nos concurrents n'ont pas cette capacité à avoir une approche globale, solution, à l'échelle du bâtiment qui fasse la différence, parce qu'à l'échelle du bâtiment, ce n'est pas la plaque de plâtre qui fait la différence. C'est le savoir, la connaissance, la science du bâtiment qu'on met dans la combinaison de tous nos matériaux. D'accord. Donc on a parlé du plan, ça c'est le futur. On va revenir maintenant au présent, au passé très récent. Il y a eu la récente publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Alors si on regarde à données comparables, les ventes sont toujours en repli. Alors c'est un repli de plus en plus faible, on est à moins 0,2%. Donc à quand le retour à la croissance ? Et puis il y a eu des différences assez fortes d'une zone géographique à l'autre. Bon, les nouveaux marchés, les marchés émergents sont toujours en forte progression. L'Europe se reprend doucement et puis les États-Unis sont en forte baisse. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au cours du dernier trimestre, notamment où on peut élargir depuis le début de l'année sur les 9 premiers mois ? Bien sûr. Alors évidemment, sur moi, je considère qu'on est en croissance. On a un petit débat sur le sujet. Parce qu'en monnaie locale, on est à plus... De toute façon, moins 0,2, c'est voilà, pas... On est à plus 1,3% de croissance en monnaie locale. Et vous savez que dans l'environnement actuel, l'environnement de taux de change a un gros impact sur les chiffres, à la hausse et à la baisse. Et que chez Saint-Gobain, puisqu'on produit et qu'on vend localement, c'est vraiment purement un effet de traduction. C'est-à-dire que le jour où les taux de change changent, on reprend l'effet positif dans l'autre sens. Donc en volume, vous êtes en hausse ? Oui, graduellement, on continue à retrouver ce chemin-là. Alors, si on regarde par zone géographique, effectivement, les pays émergents sont sur une croissance très forte qui ne se dément pas année après année.
L'Europe, encore une fois, est passée par une phase très difficile. Encore une fois, les hausses de taux d'intérêt avaient été très brutales. Et le secteur de la construction au global, on parle d'une baisse de volume en Europe par rapport à 2019 de 15%. Donc c'est vraiment très 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 significatif, ce qui nous donne évidemment un potentiel de reprise important, puisque on sait tous qu'il y a des pénuries de logements dans tous les pays en Europe, que la construction neuve a besoin de repartir pour relancer le marché du logement et de l'immobilier. Et donc là-dessus, ce qu'on voit nous, c'est vraiment une reprise graduelle, notamment en France, qui était très négative il y a quelques trimestres, et qui graduellement, elle est stable au troisième trimestre à jour comparable. Donc on voit cette reprise graduelle en Europe. Et puis ensuite, les États-Unis, on a un environnement qui est assez instable aux États-Unis. On a eu un effet très unique sur le troisième trimestre. On a aux États-Unis une grosse activité de toiture, de toiture qui est vraiment spécifique, un produit spécifique au marché américain et qui est très sensible à la météo, parce qu'évidemment quand il y a des ouragans ou il y a des tornades, les toits s'envolent et donc on doit remplacer, et ça c'est quand même 10% de la demande qui a été égale à 0 au troisième trimestre. Donc il y a cet effet-là sur les États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour les Américains, mais une mauvaise nouvelle pour vous, quoi. Voilà, exactement. Alors, sachant que dans la durée, aux États-Unis, on positionne encore une fois notre offre sur des sujets d'adaptation au changement climatique. On voit dans notre exposition aux États-Unis, on est à plus de 50% sur la rénovation, et la rénovation non discrétionnaire, c'est-à-dire la rénovation qui est poussée par les événements climatiques. Et aux États-Unis, on parle des saisons des tempêtes de grêle, des saisons des ouragans, et c'est de plus en plus récurrent. Donc, aux États-Unis, la façon dont nos équipes travaillent, la R&D en particulier, c'est vraiment de développer une offre qui permette aux bâtis de mieux résister à ces événements climatiques qui sont de plus en plus fréquents et qui vont l'être de plus en plus dans la durée. Et donc ça signifie que cette inflexion progressive, ça signifie que vous êtes quand même plus confiant sur 2026 en termes d'évolution du chiffre d'affaires après plusieurs... Là, il y a l'année 2025, mais même la fin de l'année 2024 était un petit peu dure, avec plusieurs trimestres plus difficiles. Ce qu'on voit pour l'année 2026, c'est effectivement l'Europe qui va continuer sa reprise graduelle. On est sur une reprise graduelle, encore une fois, en Europe, pays par pays. Les dynamiques sont propres à chacun des pays, mais on est globalement sur une reprise graduelle. L'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, très, très bonne croissance, et on va continuer sur cette lignée-là. Et puis les États-Unis, encore une fois, il y a la construction neuve un peu plus soft, je sais pas comment dire, un peu plus... molle, voilà, aux États-Unis. Par contre, la rénovation reste un marché très résilient, et encore une fois, on est plus de 50% exposé à la rénovation aux États-Unis. D'accord. Alors, il y a une des caractéristiques des trois derniers plans, ceux qui ont été construits par Benoît Bazin, qui est à la tête du groupe sur cette période-là, c'est la forte rotation du portefeuille. Alors, vous avez annoncé que vous allez encore l'accélérer. Pourtant, on a l'impression que le portefeuille a déjà été bien rationalisé au cours des dernières années. Quels sont les grands mouvements que vous souhaitez encore opérer, à la fois en termes d'acquisition et de recentrage de cession? Alors sur les acquisitions... Je ne vous demande pas le plan précis. Non, bien sûr. Sur les acquisitions, au global, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait faire tourner plus de 20% du chiffre d'affaires sur le plan qui vient, donc 2026-2030. Après 40% sur le plan précédent, 2021-2025. Ce qu'on voit, c'est clairement la chimie de la construction est un levier de croissance fort. C'est un marché très fragmenté. On est numéro 2 sur ce marché, on fait 6,5 milliards. On a l'ambition d'aller à 9 milliards. Donc un taux de croissance de 7-8% sur ce marché qu'on prévoit. Il y a beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de choses à faire pays par pays. Je vous prends l'exemple du Mexique. On a fait en début d'année une acquisition au Mexique qui s'appelle Cemix. Cette acquisition, elle croît à plus de 18%. On a réussi à gagner cette acquisition parce que c'est une société familiale, un fondateur, qui a voulu transmettre son activité, et Saint-Gobain était la bonne maison pour ça, parce que notre patron de pays, Marco Corrales, a discuté pendant plusieurs années avec lui, a noué la relation, a bâti ensemble le plan de ce que ça voudrait dire Cemix chez Saint-Gobain, et c'est comme ça qu'on approche pays par pays nos acquisitions.
on cherche à créer des partenariats dans la durée avec les sociétés, les leaders locaux qu'on intègre et à qui on fait bénéficier ensuite évidemment de notre innovation. On reformule leurs produits, on élargit leur offre et on croit comme ça. Et vous internationalisez éventuellement les marques vers les pays voisins ? Oui, tout à fait. L'exemple de Cemix qui croît aujourd'hui à 18% là, depuis le début de l'année, c'est typiquement ça. Depuis le Mexique, Cemix s'est étendu sur toute l'Amérique latine, toute l'Amérique centrale, et c'est un des gros moteurs de croissance pour eux. Donc sur les acquisitions, c'est vraiment cette logique d'acquisition pays par pays. On est très attractif parce qu'on a une certaine culture d'entreprise pour ces sociétés familiales qui se consolident avec nous. Et puis ensuite, sur la partie cession, en fait, ça part du principe qu'on est quand même dans des marchés qui évoluent vite, et que donc finalement, ce qui était vrai il y a 3 ans n'est pas forcément encore vrai aujourd'hui. Est-ce qu'on est le meilleur actionnaire, le meilleur détenteur d'une activité quand les marchés ont évolué ? Il faut continuer, encore une fois, à travailler, parce que rien n'est éternel, et que finalement, la meilleure façon d'être éternel, c'est de se réinventer en continu. Donc voilà la logique. Merci. Je vois que le chronomètre avance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, est-ce qu'il y a un micro qui peut venir ? Oui. Alors, on va prendre monsieur, là, au deuxième rang. Oui, je sais. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était assez claire. Effectivement, c'est vrai que sur le secteur des produits chimiques pour la construction, la chimie de la construction, vous êtes effectivement assez efficace, ça c'est totalement vrai. Mais moi j'aimerais revenir sur l'Amérique du Nord principalement. On a vu que sur votre dernière publication trimestrielle, il y a eu une baisse de 6,5% des revenus et un effet volume encore plus élevé à 7,2%. Moi j'aimerais revenir sur ça. Quelles sont les perspectives selon vous, en tout cas, en termes d'effet volume ? Je pense que votre stratégie a été plutôt sur une base prix plutôt que sur une base volume, ça c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'à terme, il y a une perspective en termes de volume pour le marché Amérique du Nord, ou vous pensez que ça va se tasser, ça va continuer comme ça pour l'année 2026 ? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Effectivement, je vous ai dit que l'impact, spécifiquement au Q3, il y a vraiment un impact tempête. Il n'y a pas eu d'ouragan pour la première fois depuis 10 ans aux États-Unis. Donc on a subi cet impact-là. Ensuite, dans la durée, encore une fois, aux États-Unis, on parle de 4 millions de manque de maisons. C'est vraiment un marché qui est sous-construit. Il y a une dynamique démographique importante aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de construction dans les années 2000, évidemment, avec le boom à ce moment-là. C'est des maisons qui sont vieillissantes, donc sur la rénovation, ça nous crée un pool d'activité important. Toutes ces maisons, elles commencent à avoir plus de 20 ans. Leur toiture, il faut les changer, parce que quand votre toiture fuit, elle fuit. Etc., etc. Donc on voit des fondamentaux de croissance forts aux États-Unis. Après, à court terme, bien sûr, il y a de la volatilité, en particulier sur les taux d'intérêt. Donc sur la partie neuf des États-Unis, on reste relativement prudent. Les taux ont commencé leur décrue, on était à 6,80 et quelques. On est retombé sur les taux de mortgage qui sont vraiment le point à regarder pour la construction neuve. Mais tout ça, encore une fois, et donc ça libère du pouvoir d'achat pour les ménages aux États-Unis. Mais encore une fois, sur la construction neuve, on va rester sur un marché sans doute sur le début de l'année 2026 un peu plus mou. Par contre, encore une fois, sur la rénovation, qui est le gros de nos activités, on voit un marché très résilient. Et sur les infrastructures, puisque vous parliez des centres de données, il y a beaucoup de centres de données aux États-Unis. C'est un marché déjà important pour vous là-bas ? Alors oui, on est aujourd'hui alors si on regarde la chimie de la construction, qui est en particulier sur ce marché-là, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Et là, on gagne des parts de marché, et donc on a démarré cette activité avec nos différentes acquisitions. La chimie de la construction, pour vous donner un ordre de grandeur, entre 2021 et 2025, on a fait 37 acquisitions et 43 ouvertures de lignes. Donc c'est vraiment une croissance importante. Et sur ce marché-là en particulier, effectivement, il y a vraiment un potentiel de croissance très important aux États-Unis, notamment. Merci. On va prendre la question de monsieur, puis ensuite on ira monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes présent dans le photovoltaïque et éventuellement dans l'éolien ? Alors, on est présent dans l'éolien grâce à la chimie de la construction, parce qu'effectivement, dans l'éolien, il y a des très grosses contraintes, en particulier sur le génie civil associé aux éoliennes. Il y a des contraintes fortes quand ça tourne.
Donc on a des produits très différenciés sur ce sujet-là et donc on est vraiment leader sur ce sujet. Ensuite sur le photovoltaïque, c'est un sujet sur lequel Saint-Gobain avait un petit peu regardé au début des années 2000. On n'y est plus aujourd'hui, sauf dans des compléments d'offres, par exemple aux États-Unis notamment où on est dans la toiture. Mais ça reste un positionnement niche, un complément d'offres. C'est un marché où il y a eu quand même beaucoup de présence de l'industrie chinoise à grande échelle mondialement, et c'est pas du tout notre modèle d'affaires. Notre modèle d'affaires, il est vraiment produire localement, vendre localement pour des marchés locaux et apporter de la valeur comme ça. Merci. On va prendre la question de monsieur. Oui, merci madame pour cette présentation très intéressante. J'avais une question à vous poser sur le reporting de Saint-Gobain. Alors, c'est vrai que depuis, ça doit dater de 2016 ou 2017, vous avez adopté un reporting par zone géographique, mis à part les solutions haute performance, qui, elles, font l'objet d'un reporting sectoriel. Alors, moi, je m'interrogeais sur le poids du négoce qui était anciennement distribution bâtiment, le pôle distribution bâtiment. Et là, dans l'article Investir, qui nous a été distribué ce matin dans le journal Investir, il y a un article sur Saint-Gobain qui fait une décomposition du chiffre d'affaires par pôle, curieusement, parce que nulle part on peut obtenir ce genre d'informations. Et là, je découvre que le négoce, donc ex-distribution bâtiment, est quand même serait de 26% du chiffre d'affaires, avec des marges quand même relativement faibles. Alors à côté, il y a la chimie de la construction que vous mentionniez, solutions pour l'industrie, et puis les matériaux de construction intérieurs-extérieurs. Alors je voulais savoir, qu'en est-il de la part distribution? Bon, vous êtes séparés récemment de groupes importants, hein, la Paire et d'autres, hein. Il n'y a pas que la Paire, bien sûr. Enfin, la Paire, c'était une opération particulière. Et quel est l'avenir de l'export distribution ou du négoce? Est-ce que ce chiffre est correct, des 26%? Et qu'en est-il des temps à venir, si vous voulez, en distribution? Voilà. Merci. Alors effectivement, on reporte par zone géographique, et même si vous regardez, on a désormais intégré la partie solutions de haute performance dans les régions. Donc SHP, on ne reporte plus sur SHP. On a maintenant nos grandes zones géographiques et tout est dans les régions, tout est dans les pays, encore une fois, pour que les patrons de pays puissent pousser 100% de l'offre du groupe à l'intérieur de leur pays. Et c'est pareil pour la distribution. Si vous regardez la distribution bâtiment en France, donc on parle des enseignes comme Point P, on parle des enseignes comme CDO, la plateforme du bâtiment, ce sont de formidables leviers d'accélération de la rénovation énergétique en France. Point P fait le tour de France de la rénovation énergétique. Si vous un jour vous passez par Point P, vous verrez, vous serez très bien conseillé par nos différents vendeurs sur comment mettre en place la rénovation énergétique dans les territoires partout en France. Donc c'est la raison d'être, encore une fois, de la distribution. Aujourd'hui, on est principalement en France et dans les pays nordiques. Et on est dans la distribution là où ça crée de la valeur et là où ça a des synergies avec le reste du groupe, évidemment. De la même façon pour la chimie de la construction, pour le gypse, le verre, etc. C'est vraiment la logique première. Alors je vois qu'hélas, le compteur avance et qu'il nous reste 11 secondes, ce qui est un peu court pour une dernière question. Il me reste, Maud-Thuaudet, à vous remercier beaucoup pour cette présentation. Et puis à dire que vous restez un petit peu sur le salon, donc si vous avez des questions complémentaires, et je pense que vous en avez, Maud sera présente au stand Saint-Gobain et que toutes ces équipes sont là, sera présente encore quelques minutes, et que toutes ces équipes sont là pour vous répondre pendant toute la journée. Merci beaucoup. Merci Rémi et merci à tous.